Bonsoir et bienvenue dans le 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici la charpente de ce journal. Accord de paix RDC-Rwanda, le président Félix Tshisekedi est déjà à Washington pour une rencontre diplomatique de haute portée, une rencontre très attendue par le peuple congolais au pays et dans la diaspora pour tenter de ramener la paix dans la partie orientale du pays. Sur le terrain à Kaziba-Centre, au point 0 et à Katogota, dans le sud Kivu, les FARDC passent à l'offensive. L'armée congolaise, appuyée par les patriotes, impose le silence des armes face aux forces rwandaises et leur supplétif dans ce qui s'annonce comme un tournant majeur du front sud. Et en sport, après une série d'incidents, la Lina Foot sévit. 4 grands clubs quinois sont lourdement sanctionnés pour violence dans le stade. Ils doivent désormais jouer à huis clos. Le développement de ces titres dans un instant, ne nous quittez pas. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la nuit du mardi à mercredi à Washington sur invitation de son homologue américain Donald Trump, dont le leadership a facilité la signature le 27 juin 2025 de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les premiers chefs d'État africains invités par la Maison-Blanche à arriver à Washington, la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Le programme officiel prévoit une rencontre tripartite entre les présidents Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ce jeudi 4 décembre 2025 à la Maison-Blanche. La cérémonie se tiendra en présence notamment des chefs d'État ou des hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda, des Émirats arabes unis et de l'Union africaine. Cet accord est une grande promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre barbare imposée par le Rwanda et ses soutiens extérieurs, surtout les multinationales. Il vient soutenir l'ambition sans équivoque du président de la République, Félix Tshisekedi, de rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et d'œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région des Grands Lacs. Cet accord traduit aussi clairement l'engagement de toutes les parties à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC grâce au concept technique opérationnel de désengagement sécuritaire appelé CONOPS. Il prévoit un retrait intégral, véritable et ordonné des troupes rwandaises. La rencontre prévue le 4 décembre à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de Donald Trump suscite un vif débat en RDC. Les Congolais se demandent ce qu'ils peuvent réellement attendre de cet accord dit de paix, retrait de l'armée rwandaise, sécurité et espoir de stabilité durable. Ces sujets sont sur les lèvres de plusieurs. Au sein de la clause politique, les réactions sont très attendues. Pour Larousse Mouya, cadre de l'UDPS, les attentes sont claires. Les Congolais espèrent la paix promise par le chef de l'État et le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Suivez-le dans ses propos recueillis par Merdi Mirindi. La population doit surtout attendre la paix que son chef lui a promis. Mais il a parlé en des termes qui sont simples, mais les termes qui ont toujours résonné en moi depuis. Une paix sans concession, une paix totale et définitive. On va signer, Kagame s'était défilé à Luanda. Ce qu'il va signer à Washington, c'est ce qu'il n'a pas voulu signer à Luanda. Donc, il va signer. Il va y avoir des témoins, des chefs d'État. Il y aura William Ruto qui sera là. Il y aura surtout notre partenaire, le président burundais, qui va aussi être là. Et il y aura d'autres témoins politiques et tout. Le monde va être pris à témoin. Et on sait tout ce qui se passe. Et les USA savent spécifiquement la responsabilité du Rwanda là-dedans. Donc voilà. Les mécanismes de suivi du respect de ces accords qui vont être faits ou parachevés, les mécanismes ont déjà été installés. Donc, après la signature, on va voir comment est-ce que le parti va se comporter. Donc voilà, nous en tant qu'armée, on est là, on a le devoir de défendre notre nation. Et les autres, ils ont tout simplement une seule chose à faire, c'est quitter notre territoire. Donc voilà, on est là. En ce moment ici, parce que la délégation congolaise est déjà là, nos ministres sont déjà à Washington. Donc oui. Voilà. Oui. Et dans les heures qui vont suivre, le chef de l'État va arriver. Si sur le champ de bataille,
nos armées n'ont pas déserté. Oui. Nous gardons les lignes. Donc voilà. On est en ce moment ici en train de faire de la diplomatie, mais sur le champ militaire aussi, nous continuons. Puisque nous connaissons spécifiquement notre homme. Kagame, nous le connaissons spécifiquement bien. Ah bon? 30 ans à combattre avec lui, on connaît ses méthodes. Donc voilà. Souvenez-vous de l'époque où avait été abattu l'avion du président Abiyarimana. Oui. Il sortait de la signature des accords d'Arusha. Oui. Il devait mettre en place un gouvernement d'unité nationale où le Rwandais tous devaient travailler ensemble, Tutsi, Hutu et Tutsi. Mais pour les FPR de Paul Kagame, c'était pas la fin, la cessation des hostilités. Pour lui, c'était la continuité. Nous connaissons l'homme et ses manœuvres. Donc voilà. malgré tout ça, vous savez que pour Kagame, ça ne sera pas la fin. Nous savons comment est-ce qu'il fonctionne et Oui. nous espérons Oui. qu'il ne va pas s'entêter. Mais si l'Éternel faisait avec lui comme il a fait avec Pharaon et qu'il endurcissait son cœur, alors ça va le conduire à son déclin, à son chaos total. Donc voilà. Parce que nous attendons de lui une seule chose, les chefs de l'État l'a dit, avant que nous puissions commencer à pratiquer effectivement, par exemple, les accords sur le partenariat économique, Oui. nous devons nous assurer que les moindres soldats rwandais aient quitté notre sol. Ok. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a procédé à la libération conditionnelle de 114 détenus, dont 61 à la prison centrale de Kinshasa. Cette opération fait suite à la signature de l'arrêté du 13 novembre 2025 portant libération conditionnelle de quelques prisonniers dans le but de désengorger les prisons en RDC. Cette action a soufflé un vent d'espoir et d'apaisement parmi la population carcérale restante. Cette première vague de libération pose les jalons de la nouvelle politique pénitentiaire du gouvernement axée sur l'humanisation de conditions carcérales et le respect des droits humains. La démarche du ministre de la Justice et garde-sceaux intervient après la publication d'un nouveau rapport de la fondation Bill Clinton pour la paix dénonçant les mauvaises conditions de détention à la prison centrale de Makala et celle de Ndolo à Kinshasa. Dans un rapport publié mercredi 19 novembre, le coordonnateur de cette organisation, Emmanuel Collier, affirme avoir répertorié au moins 11 404 détenus, alors que la capacité d'accueil n'est que de 1500 personnes. Il indique avoir constaté des cas de malnutrition, des lenteurs judiciaires et d'autres problèmes graves qui affectent cet établissement pénitentiaire. Une série de recommandations ont été formulées à l'endroit du gouverneur pour améliorer la gouvernance dans ces secteurs stratégiques de la vie nationale. Les personnes libérées ont été invitées à observer strictement toutes les conditions légales attachées à leur libération conditionnelle, à faire preuve d'amendement et à adopter une conduite responsable conforme à l'esprit de leur réinsertion sociale. Les nouvelles en provenance du front militaire sont très encourageantes pour le peuple congolais. Après de longs et violents affrontements contre la coalition RDF-FCM-23, les forces loyalistes appuyées par les patriotes ont réussi à repousser les ennemis et à incendier leurs positions dans au moins 3 villages du Sud Kivu, Kaziba Centre, Point Zéro et Katogota. Nous y reviendrons avec force et détails. Les RDC s'apprêtent à renforcer l'accompagnement des jeunes dans leur accès à l'emploi grâce à un nouveau système intégré d'information, d'orientation et de formation et d'insertion professionnelle, une dynamique confirmée lors d'une rencontre tenue mardi dernier entre le ministre de l'Emploi Ferdinand Massamba, l'OIT et la BAD, résolument engagés à soutenir la modernisation de l'ONEM et les efforts nationaux en faveur de l'employabilité des jeunes. Reportages. Bientôt et très bientôt, les jeunes de la République démocratique du Congo bénéficieront d'un appui renforcé dans leur recherche d'emploi grâce à un système intégré d'information, d'orientation, des formations et d'insertion professionnelle. Un dispositif qui s'appuiera sur la redynamisation et le renforcement des capacités internes de l'ONEM pour offrir des services plus efficaces et adaptés aux réalités du marché du travail. C'est l'essentiel des conclusions issues des assises tenues ce mardi 2 décembre 2025 entre le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, le Bureau international du travail et la Banque africaine de développement. Dans son intervention, la directrice pays de l'OIT, Nte Bassoumano, a souligné l'importance stratégique de ce projet qui ambitionne de faciliter l'accès des jeunes aux opportunités réelles et structurées. Pour que les jeunes aient accès à l'emploi, il est important qu'ils aient l'information. Et comme vous savez, l'ONEM joue un rôle important. Après les conclusions du forum, des assises sur l'emploi, il y a des gaps qu'il faudrait combler.
Le ministre du Travail a été à l'écoute et il est réellement engagé à mettre en œuvre ce processus. Pour sa part, Koulibaly Mohamed, en charge du programme pays à la BAD, a salué la qualité d'écoute et la disponibilité du ministre Massamba, tout en réaffirmant l'engagement de la banque à accompagner ce processus. Pour nous, en tant que partenaire technique et aussi financier, il est inconcevable qu'on ne puisse pas tirer davantage les dividendes démographiques de l'Afrique. Il faut absolument mettre en place un certain nombre d'outils et de programmes pour pouvoir donc permettre à ces jeunes-là d'obtenir des opportunités et de véritables moteurs de la croissance. Déterminé à répondre aux recommandations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment celles à la suite de la récente table ronde de la jeunesse, le ministre Ferdinand Massamba a exprimé toute sa satisfaction de voir le BIT et la BAD soutenir les efforts de son ministère en faveur de l'emploi des jeunes. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir les rayons des bibliothèques en RDC. Leadership inclusif, transformationnel et entrepreneurial, c'est son titre. Son auteur, pasteur Steven Alembe, préconise un nouveau leadership aux problèmes de la RDC et de l'Afrique francophone en général. Cet ouvrage de 175 pages, reparti en 18 chapitres, a été porté sur le fond baptismaux ce mercredi 3 décembre à Kinshasa par Alex Giscard, actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat. Tonine Zola-Messo et Eunice Kipembe pour les détails. Dans cet essai puissant, Steven Alembe Yangia explore les racines profondes de la crise de leadership en Afrique francophone, héritage colonial, gouvernance autoritaire, jeunesse désorientée et propose une alternative courageuse, un leadership inclusif, transformationnel et entrepreneurial. Il y a des gens qui ont différentes approches, mais je propose cette approche inclusive, transformationnelle et entrepreneurial. Pourquoi inclusif? Parce que nous avons beaucoup de qui ont des compétences, mais souvent qui sont mis de côté. Au détriment de nos enfants, de nos cousins, tout ça. De trois, nous sommes tellement divisés dans ces pays. L'Est, Ouest, telle tribu, telle race, tel quoi. Pourtant, il y a des compétences qui sont là. Nous, on doit regarder la compétence et non l'origine de quelqu'un. Et ça nous crée des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas inclusif. Autre chose, comme j'ai dit, il y a des accords qui se font dans le monde entier. Mais les problèmes ne sont pas résolus au niveau de la base. Est-ce qu'il ne fallait pas inclure les gens qui viennent vraiment des fins fonds afin qu'ils puissent aussi vous dire les réalités qui sont là pour prendre des grandes décisions? Parce que c'est vous qui le prenez après tout. Maintenant, transformationnel, pourquoi? Parce qu'il faut donner le souffle, la vie, la vision, l'idée globale pour un avenir qui est meilleur. Et puis enfin, ne dites pas seulement au final des universités que dès que vous finissez, vous trouverez le boulot à l'OCC. Non. Il faut leur dire, dès que vous terminez, il faut créer votre emploi. Et là, ça demande la manière de faire. Entre convictions personnelles, expérience des terrains et propositions pratiques, ces livres s'imposent comme une référence pour tous ceux qui aspirent à un leadership plus juste, plus participatif et plus résolument africain. Le moment fort de la cérémonie reste le baptême de l'ouvrage par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro, qui a salué un travail de fond porteur de solutions concrètes pour les pays. Le message est clair. Pour relever les défis profonds de la RDC et du continent, il faut repenser la manière de diriger. Le pasteur Steven Alembe Yangia, formateur, coach et penseur engagé, s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement de jeunes, de femmes et de leaders institutionnels. À travers les 175 pages réparties en 18 chapitres, il s'adresse à une jeunesse en quête de repères, à des systèmes fragilisés et à une société en transition. À Kinshasa, la circulation sur la moto prend une tournure alarmante. Entre motards souffrant de maladies comme l'épilepsie et jeunes conducteurs fragilisés par la consommation de la drogue, les routes de la ville deviennent une véritable zone à risque. Le récent cas d'un jeune amputé de l'un des membres de son corps à la suite d'une crise de son conducteur relance le débat sur les responsabilités parentales et des autorités. Méchac Lefaka signe ce reportage. Sur les routes de Kinshasa, un phénomène prend de l'ampleur. La présence des motards souffrant de maladies chroniques, à l'instar de l'épilepsie, exposant ainsi des milliers d'usagers à plusieurs conséquences permanentes.
Une réalité déjà vécue par plusieurs Kinois, victimes des accidents liés au phénomène. Les cas de ces jeunes garçons, aujourd'hui amputés des deux jambes, dont le conducteur de moto aurait été frappé d'une crise d'épilepsie en pleine route. Une perte de contrôle soudaine qui a coûté à ces jeunes sa mobilité. Un cas qui aurait pu entraîner un bilan encore plus dramatique. Loin d'être isolé, cet exemple met en lumière un danger fréquent et permanent à Kinshasa. De nombreux motards, malgré un état de santé incompatible avec la conduite, exposent des vies humaines. Une situation qui soulève la question majeure de savoir où sont passés les parents, les encadreurs, pour laisser ces jeunes se soumettre eux-mêmes en danger et mettre d'autres vies en péril. À cette liste, il faut joindre aussi les cas des motards qui consomment du bombé, une drogue altérant leur vigilance. Plusieurs d'entre eux roulent dans un état de somnolence avancée, transformant les routes en véritables zones à haut risque. Face à ces dérives, l'appel est lancé aux autorités afin de renforcer les contrôles et la réglementation, mais aussi aux parents de prendre leurs responsabilités en interdisant leurs enfants épileptiques ou consommateurs stupéfiants de conduire des motos. C'est une question de sécurité publique, mais également de protection de la vie humaine. La route reste un espace partagé et sa sécurité dépend de la responsabilité de chacun. Sanctions sévères en Ligue nationale de football, 4 grands clubs kinois, DSMP, Vita Club, FC Renaissance du Congo et OC Renaissance devront désormais jouer à huis clos. La décision prise par la Linafoot après une série d'incidents attribués à ces équipes du groupe B s'applique immédiatement et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Ainsi s'achève cette livraison, je vous rappelle ces grandes lignes. Accord de paix RDC-Rwanda, le président Félix Tshisekedi est déjà à Washington pour une rencontre diplomatique de haute portée, une rencontre très attendue par le peuple congolais au pays et dans la diaspora pour tenter de ramener la paix dans la partie orientale du pays. Sur le terrain à Kaziba Centre, au point 0 et à Katogota, dans le sud Kivu, les FRDC passent à l'offensive. L'armée congolaise, appuyée par les patriotes, impose le silence des armes face aux forces rwandaises et leurs supplétifs dans ce qui s'annonce comme un tournant majeur du front sud. Et en sport, après une série d'incidents, la Linafoot sévit. 4 grands clubs kinois sont lourdement sanctionnés pour violence dans les stades. Ils doivent désormais jouer à huis clos. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.